BFM Business présente Hebdocom, Sofiane Aklouf. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, votre émission qui décrypte les enjeux de communication et de médias. Et cette semaine, Actu oblige, une émission spéciale destinée à décrypter les grands enjeux de ce bouleversement dans le PAF, la fin de C8 et de NRJ12, deux chaînes de la TNT. Les cartes sont rebattues dans le PAF. Alors quelles conséquences pour la télé? Décryptage. Et on en parle avec vous, Olivier Hubertali, journaliste média au point. Merci d'être l'invité d'Hebdocom. Alors pour bien qu'on comprenne, qu'est-ce qui va se passer vendredi soir sur nos télévisions si on appuie sur le bouton 8 ou le bouton 12 de la télécommande? Pas de chance, il y aura un écran noir à partir de 23h59. Vendredi, ça veut dire que vous regardez la 8, vous regardez la 12, il n'y aura plus rien et ça va durer 3 mois. Pendant 3 mois, il n'y aura pas de programme? Il n'y aura aucun programme, puisque des nouvelles chaînes vont arriver sur le canal 8 et 12, sur les canaux 8 et 12, à partir du 6 juin, vendredi 6 juin. Et sur le canal 8, donc, qui prendra la suite de C8, ça sera des députés, des sénateurs, donc la chaîne parlementaire et Public Sénat. On est loin de Cyril Hanouna. Ah oui, là ça va beaucoup changer. Aussi sur NRJ12, ça va beaucoup changer. Vous allez avoir des dessins animés puisque c'est Gulli qui va prendre la suite d'NRJ12. Donc là, terminé pour les anges de la télé-réalité. Voilà, fini aussi pour les émissions de faits divers. Oui. C'est une première en France, ça, où c'est habituel de voir deux chaînes qui cessent d'émettre avec un écran noir pendant des mois? Non, on peut le dire, c'est historique que deux chaînes s'arrêtent du fait d'ailleurs de la décision d'une autorité. Ça n'était jamais arrivé en France. Toutes les quatre, comme vous le disiez, toutes les cartes du paysage audiovisuel français sont rebattues. Alors cette instance, c'est l'Arcom, en l'occurrence, qui a pris cette décision. Est-ce qu'on sait ce qui a motivé cette décision qui paraît quand même radicale sur le papier d'éteindre le bouton de deux chaînes? Oui, parce que c'est vrai que la première action, c'est de se dire « Ouh là, il y a une atteinte à la liberté d'expression, à la liberté éditoriale ». C'est d'ailleurs ce qu'a dit le groupe Canal+. Il faut quand même rembobiner un peu. C'est que l'autorité, l'Arcom, met en jeu des fréquences qui, aujourd'hui, appartiennent au domaine public. C'est des fréquences qui sont gratuites. Et c'est la contrepartie du fait qu'elles soient gratuites quand l'État les prête à un groupe privé qui décide de faire une chaîne de télévision, c'est qu'il doit respecter ses obligations. Et ces obligations sont dans un contrat, une convention de chaîne, comme on dit. Et c'est justement là-dessus que tout se joue, c'est de savoir si la chaîne, au bout de quelques années, a respecté ou non ses engagements vis-à-vis de l'État. Mais ça veut dire quoi, remplir son cahier des charges, respecter ses engagements? Ça veut dire, avant tout, maîtriser son antenne. Éviter que, comme là, lors de notre émission, je vous insulte, je dise des choses qui sont complotistes, des fake news. Et donc, ce genre de choses sont très importantes. Or, comme vous le savez, C8, en particulier avec les émissions emblématiques de Cyril Hanouna, TPMP, a commis de nombreux manquements, c'est à peu près une trentaine de manquements qui se sont passés ces dernières années, pour lesquels la chaîne a été sanctionnée et a payé des amendes. Il y a eu des amendes, effectivement, une amende record, notamment de plus de 3 millions d'euros. Oui. Est-ce qu'il fallait aller jusque-là? C'est tout le débat qui se pose. Est-ce que l'Arcom a le pouvoir et est légitime pour éteindre un canal? Oui, c'est là où c'est ce que dit, par exemple, Gérard Brice-Viret, le patron de Canal+ France. Il dit que c'est comme une double peine pour eux. C'est-à-dire, ils ont payé, ils ont fait des manquements, ils ont payé. Ils pensaient que ça allait être maintenant, que tout allait bien se passer. Mais certains disent, c'est comme si on avait un mauvais élève en classe. Tu as été très indiscipliné, trop indiscipliné. Donc maintenant, on va prendre quelqu'un d'autre. Tu es exclu un peu de l'école. Exclusion définitive, donc. Exclusion définitive. L'Arcom parle de manquement du respect des droits des personnes et de protection des mineurs. Oui. À quoi est-ce que l'Arcom fait référence quand elle parle de ça? Ouais, ça, je vous avouerai que j'ai un peu du mal à le voir. On se rappelle qu'il y a eu un canular homophobe, par exemple, de Cyril Hanouna. On se rappelle qu'il y a eu des insultes à un élu, un député, Louis Boyard, même si c'est vrai qu'il a commencé comme chroniqueur, notamment... sur le plateau de Touche pas à mon poste. Exactement, mais c'est des insultes à un élu. Est-ce que
c'est peut-être un mauvais exemple à montrer pour nos jeunes. C'est vrai que c'est surtout au niveau de la maîtrise de l'antenne. Et puis aussi, il faut le redire, au moment où ils ont voulu renouveler la fréquence C8, ils ont mis du temps à prendre conscience qu'on leur demandait vraiment de maîtriser mieux l'antenne. Et c'est qu'à la toute fin de leur dossier qu'ils ont dit « Oui, ok, on va faire un peu de diffusion différée sur l'émission, plus de différé, ce qui nous permettra de faire du montage en cas de dérapage. » Oui, ou de couper. Mais est-ce que finalement, ces deux chaînes s'attendaient à une telle décision? Parce que vous le disiez, c'est inédit dans le paysage audiovisuel français. Habituellement, on arrive, on présente son dossier, et si tout va bien, on est dans une forme de continuité. Vous avez été surpris? Oui. J'ai été surpris, comme tous les spectateurs, parce que c'est quand même très dur d'arrêter des chaînes. Et puis, on parle de chaînes qui sont pionnières, en plus de la TNT gratuite. Elles sont là depuis 20 ans. C8, c'est même le propre Vincent Bolloré qui a ouvert l'antenne il y a 20 ans, avec Philippe Labro. Il faut s'en rappeler, avec beaucoup d'heures de direct. C'est une chaîne qui est quand même la plus populaire de la TNT, qui a la plus grosse audience, plus de 3% de part d'audience. Donc c'est une très, très importante décision. Et Énergie 12 aussi était là il y a 20 ans. On en parle moins parce qu'il n'y a pas Cyril Hanouna, etc. Mais c'était... L'audience a été divisée par 3 en quelques années seulement. Oui, parce que c'était beaucoup de programmes avant originaux. On se rappelle les Anges de la télé-réalité. C'est Énergie 12 qui a révélé Nabila, par exemple. Et puis les émissions de faits divers de Jean-Marc Morandini. Mais Nabila, ça fait 10 ans. Et peut-être que du coup, il y a en effet passé de mode, j'imagine. Oui, par exemple, elle a été sanctionnée Énergie 12. Pourquoi? Parce qu'il y a une émission de téléachat et que c'est vrai que ce n'est pas très intéressant pour les téléspectateurs. L'Arcom donc, est accusé désormais d'être influencé par le pouvoir politique. Cyril Hanouna lui-même l'a dit en direct, en pointant du doigt l'Élysée. Est-ce que c'est une accusation qui paraît crédible? Qui a la main sur l'Arcom? Qui décide? Alors, c'est une accusation qui aurait pu paraître plus crédible il y a quelques années, je dirais. Pourquoi? Parce que l'ancêtre de l'Arcom, le CSA et même la haute autorité de l'audiovisuel était vraiment dépendante du pouvoir auparavant. Mais dire aujourd'hui que c'est le propre secrétaire général adjoint Alexis Kohler qui a décidé de mettre fin à la chaîne, ça allait un peu vite en besogne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Arcom, certes, le président est nommé par le président de la République, le président de l'Arcom, mais les autres membres sont nommés par le Sénat, par l'Assemblée nationale, par la Cour de cassation et le Conseil d'État. Et aujourd'hui, en fait, la décision, elle s'est vraiment faite au sein de l'Arcom, qui est une autorité indépendante du pouvoir politique, beaucoup plus qu'on le pense, je crois. Et cette décision, certes, elle a été prise par l'ancien président de l'Arcom, Roch-Olivier Maistre, de manière collégiale avec les membres. Mais il est clair que... Quand j'en ai parlé avec lui, il disait qu'il avait voulu faire jouer la concurrence. Et donc, il préfère dire il y a 2 nouvelles chaînes qui vont émettre et ça sera plus intéressant pour le téléspectateur. Il faut juste rappeler qu'il y a quand même 4 fréquences qui n'ont pas été remises en jeu et qui seront peut-être remises en jeu plus tard, qui auraient pu laisser une place à C8 et à Énergie 12. Lesquelles? C'est les 4 fréquences qu'a rendu Canal+. Oui. C'est des fréquences payantes qu'il utilisait, de la TNT, mais il a décidé de ne plus les utiliser. Avec ces 2 fréquences, on aurait pu décider de remettre en jeu ces fréquences donc pour C8 et Énergie 12. Pour l'instant, l'Arcom, on a décidé autrement. Tout de même, il y a une question qui se pose, Olivier Hubertali. Les principaux décideurs de l'Arcom, on ne les connaît pas. On parle de ces sages, on a l'impression qu'ils sont dans des bureaux, qui prennent une décision. La porte, elle est fermée à ce moment-là. Oui, en fait, c'est un peu de manière globale, ces autorités qu'on a créées, des autorités administratives indépendantes. On estime que c'est la manière de réguler. Peut-être qu'il va falloir réfléchir à l'avenir, à changer le système, parce que, comme on le dit, évidemment, c'est des personnes qui ne sont pas élues par le peuple, par les Français, et c'est eux qui décident un peu du sort de chaînes de télévision. On peut décider, si on décide quelque chose, on peut décider que ça dépend du ministère de la Culture. Ben alors là, ça sera complètement politique comme décision aussi. Mais n'empêche, il est où le patron de l'Arcom actuellement? Il y a un nouveau patron qui a succédé à Roch-Olivier Maistre. Oui. On ne l'a pas vu, on ne l'entend pas. Un communiqué est sorti pour
pour défendre l'indépendance de l'Arcom et dire que non, l'Arcom n'a pas déjeuné dans le 15e arrondissement en parlant de cette décision qui serait politique de vouloir tuer Cyril Hanouna. C'est ce qui a été repris dans son émission. Oui. Mais ils sont où? Où est-ce qu'ils prennent la parole? Non, ils ne prennent pas la parole, ils ont une sorte de devoir de réserve. Et c'est vrai que Roch-Olivier Maistre, l'ancien président de l'Arcom, qui est issu de la Cour des comptes, a réintégré son corps et ne prendra sûrement pas la parole pour se défendre et se défendre des dernières accusations sur l'Arcom. Aujourd'hui, l'Arcom est déjà passé, entre guillemets, à autre chose. Et la réalité, c'est que C8 et Énergie 12 s'arrêtent ce vendredi. Alors, eux, ils sont peut-être passés à autre chose, mais il n'empêche, comment cette institution ressort de cette polémique? Est-ce qu'elle sort renforcée parce qu'elle est allée au bout en assumant sa décision, ou est-ce qu'elle ressort affaiblie de toutes les polémiques autour de cette pression supposée politique sur cette décision? Non, alors, elle ressort évidemment affaiblie parce qu'elle est de plus en plus critiquée. On critiquait déjà sa manière de mesurer avec beaucoup d'observateurs le temps de parole politique à la seconde près. Est-ce que c'est une personne, c'est un budget un peu plus de 50 millions d'euros, par exemple l'Arcom. Donc ça pose la question au pouvoir politique. Qu'est-ce qu'on décide de faire à l'avenir? Est-ce qu'on continue avec une régulation à outrance? Il faut le dire, des fois, d'aller pinailler sur certains détails de maîtrise d'antenne des chaînes. Est-ce que parfois, ils vont trop loin? Peut-être, oui. Pour peut-être des marques citées à l'antenne, etc. Oui, ça voilà. Ou peut-être qu'on a voulu, par exemple, ils ont œuvré beaucoup pour la parité, pour la représentation des minorités. C'est vrai que c'est super. Le paysage audiovisuel a changé. Mais est-ce qu'il faut en aller à un extrême de mettre des quotas, d'imposer tant d'obligations? Non, évidemment, les groupes privés ont envie d'une liberté d'entreprendre plus grande et de moins d'obligations. Si vous regardez les contrats des chaînes, les conventions, regardez celle de BFM Business, de BFM, vous verrez, c'est des centaines et centaines de pages. Et c'est vrai que les patrons s'en plaignent souvent. Le grand gagnant de cette histoire, on a déjà évoqué son nom, c'est ça qui est fou dans cette histoire, on ne parle quasiment que de lui. C'est Cyril Hanouna, avec des audiences stratosphériques qu'on n'a jamais vues cette semaine, 13% de part de marché sur la dernière partie de son émission. Finalement, en prenant cette décision qui visait surtout Cyril Hanouna et ses émissions pour la fin de C8, est-ce qu'il ne ressort pas totalement grandi de cette histoire? Oui, parce que Cyril Hanouna, c'est un amuseur public qui a beaucoup de succès, qui sait réunir plus de 2 millions de téléspectateurs le soir. Il retrouvera du travail de toute façon. Il va pouvoir... là, il doit choisir d'ailleurs entre son employeur, entre rester dans le groupe Canal+, ou éventuellement aller à la concurrence sur le groupe M6. Alors, on enregistre l'émission, on n'a pas encore le choix final de Cyril Hanouna qui va dévoiler au cours de son émission, c'est ce qu'il a dit en fin de semaine. Oui, tout à fait. Il va choisir, il va l'annoncer le jeudi soir. Personnellement, j'ai toujours pensé depuis le début qu'il va rester dans le groupe Canal+, parce que c'est un groupe avec lequel il a pris l'habitude de travailler, qui lui a fait confiance depuis des années. Et en plus, il a envie de garder une tonalité sociétale, politique à ses émissions et ne pas revenir sur du divertissement pur et dur, sur les médias, comme ce qu'on pense qu'il ferait sur le groupe M6. On sait que on est allé même dans le groupe M6 pour interviewer Régis Ravanas dans cette émission, qui nous a expliqué que le projet qui était sur la table, c'était un projet de divertissement pur. Ça, aujourd'hui, c'est plus possible, vous pensez, pour le Cyril Hanouna 2025 ? Oui, c'est ce que dit un peu tout son entourage. Il a vraiment pris goût à donner la parole aux Français. Ça a commencé avec les Gilets jaunes, rappelez-vous. Et puis, il a continué, les infirmiers. Tout le monde a invité les invités politiques. Il a commencé beaucoup avec les Insoumis, les macronistes y allaient aussi. Les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, voilà. Les personnes du Rassemblement national y vont souvent aussi. Donc, et les anti-vax, ça a aussi été un fonds de commerce. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est vrai qu'il a donné la parole à beaucoup de personnes qui ne l'avaient pas. Il a tendu le micro à beaucoup de gens qui venaient le voir au studio. Aujourd'hui, ça paraît difficile de le voir faire un retour en arrière et à dire bon, maintenant, je vais vous parler que de médias et seulement de médias comme ici. Le paradoxe, Olivier Hubertalli, c'est qu'on se dit finalement, cette décision concernant C8, elle vise avant tout Cyril Hanouna et ses émissions avec la collection d'amendes qu'il a pu recevoir.
Et pourtant, vous avez deux groupes, donc le groupe Bolloré et le groupe M6, qui se battent soit pour le garder, soit pour qu'il vienne dans le groupe. Comment expliquer ça? Ça n'a pas de sens économiquement. Non, l'actif Cyril Hanouna, pour parler de Cyril Hanouna comme un actif, il a une grande valeur. Et d'ailleurs, sa valeur a même presque augmenté avec ce coup de projecteur qu'a donné l'Arcom en décidant d'arrêter C8. Certaines personnes qui ne le regardaient pas le regardent aujourd'hui et on voit qu'il a pris quand même de l'ascendant par rapport à l'autre talk show qui est quotidien et concurrent sur TMC. Aujourd'hui, Cyril Hanouna est au top de sa forme et attire vraiment les personnes. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre ça dans un contexte, c'est qu'aujourd'hui, les chaînes linéaires et les chaînes de télévision classiques attirent moins de personnes puisqu'il y a une concurrence des plateformes de streaming. Or, Cyril Hanouna est un des rares à réunir beaucoup de monde devant le poste de télévision. Et donc, c'est un paradoxe peut-être, mais c'est aussi le fait que c'est l'un des rares encore aujourd'hui, des rares animateurs à rassembler beaucoup de Français devant sa télévision aujourd'hui. Donc on n'a pas de doute qu'il va évidemment s'en sortir et avoir un avenir. Mais quelles conséquences pour les chaînes, à la fois C8 et Énergie 12? Est-ce que par exemple il faut craindre une baisse du financement du cinéma français de la part de Canal+ pour répondre à l'Arcom et à sa décision? C'est déjà dans les faits, plus ou moins, puisque Canal+, qui est le principal financeur du cinéma français aujourd'hui, a demandé à réduire un peu ses obligations, notamment parce que les plateformes de streaming ont décidé, elles, de monter en puissance, en particulier Disney et Disney+, qui a réussi à avoir le droit de diffuser ses films de cinéma plus tôt sur ses écrans. Donc oui, la réduction du groupe Canal+, elle se fait de quelques millions d'euros aujourd'hui pour le financement du cinéma français. Pour le reste, tout va rester tel qu'il est. Voilà. Il y a une chaîne, Chérie 25, qui appartient au groupe Énergie. Oui. Est-ce que là, ça peut être aussi une mesure de rétorsion du groupe Énergie, de dire, si c'est comme ça, si vous nous refusez d'émettre avec Énergie 12, on enlève Chérie 25? Oui, elle peut décider qu'économiquement, ça n'a plus de sens de continuer. C'est vrai que le groupe Énergie, on n'en a pas beaucoup parlé parce que tous les projecteurs étaient sur C8, mais le groupe Énergie avait compté beaucoup sur son pôle de télévision et Énergie 12. Donc aujourd'hui, on peut se dire que peut-être elle va décider de s'en séparer, de le vendre, mais évidemment, tout ceci est très régulé. Donc il y a beaucoup de questions sur l'avenir du groupe Énergie. Alors, puisqu'il y a des perdants, il y a aussi de nouveaux entrants. Quels sont les deux nouveaux entrants sur la TNT et qu'est-ce qu'ils proposent exactement ? Alors, il y a deux dossiers qui ont été retenus par l'Arcom. Un premier dossier qui vient de l'investisseur d'origine tchèque, Daniel Křetínský. Daniel Křetínský a décidé de faire une chaîne qui vient de son groupe CMI, qui s'appelle Réel TV ou T18. Aujourd'hui, elle change. Voilà, exactement. Elle sera sur le canal 18 et elle propose une émission de débat, de société, une émission avec des documentaires aussi, avec cette idée qu'il faut retrouver le dialogue, donc pas une émission de clash, par exemple, pas des émissions de clash, mais plutôt des émissions pour mieux comprendre la société. Ça, c'est un peu, j'imagine, ce que tout le monde devait dire quand les projets passaient en commission devant l'Arcom. On veut faire quelque chose d'intelligent, un débat apaisé. Est-ce que c'est pas un peu l'argument tarte à la crème, mais on n'a pas beaucoup de détails, finalement? Oui, non, on ne sait pas vraiment à quoi va ressembler la programmation aujourd'hui. C'est encore un peu tôt, ça va commencer en juin prochain. Ce qu'il faut dire, c'est que pour faire une chaîne télé qui ait du succès et qui puisse gagner de l'argent, il faut quand même mettre beaucoup de moyens. Une chaîne de télévision, ça coûte des dizaines de millions d'euros chaque année. Il faudra voir si c'est un groupe qui va décider d'investir vraiment sur une programmation très ambitieuse, avec notamment des têtes d'affiche et des stars. À défaut que Cyril Hanouna, il faudra trouver des stars pour animer les débats. Et une deuxième proposition, là, elle vient d'un deuxième projet, c'est OFTV, ça veut dire quoi? C'est Ouest France TV, donc ça part du grand groupe de presse régional Ouest France, en Bretagne. Et donc là, l'accent va être mis d'un point de vue éditorial sur les territoires, et notamment aussi l'ultramarin. Donc là aussi,
on ne sait pas encore grand-chose. On sait qu'ils veulent s'adresser aux jeunes. On sait qu'ils veulent parler vraiment de ce qu'on appelait autrefois la province, les territoires aujourd'hui, si vous voulez. On se demande à quoi ça va ressembler. On peut imaginer beaucoup de documentaires intéressants, je ne sais pas, sur la pêche, par exemple. Et un talk show dont on a beaucoup parlé en avant-soirée de 19h à 21h. Finalement, les horaires ne touchent pas à mon poste sur C8. Oui, alors là, on va avoir un afflux de talk-show à venir. Va falloir choisir. Mais j'ai hâte de voir à quoi ressemblera un talk-show qui va parler notamment des territoires. Vous qui connaissez bien les médias, Olivier Hubertali, est-ce que le fait d'avoir si peu de détails, là, à quelques mois de l'ouverture de ces chaînes, c'est logique ou on peut se dire qu'il y a un peu de retard dans ces projets ? Non, c'est plutôt logique parce qu'en fait, on est en janvier. Et février. Déjà quasiment mars, là. Oui, c'est vrai, on est pratiquement en mars. Et c'est à ce moment-là que commencent à se négocier les contrats avec les animateurs, les contrats avec les présentateurs, les sociétés de production. Et il y a des négociations en général jusqu'à fin mai. Donc ces chaînes doivent émettre en juin. Et il faut rappeler par contre que Ouest France, il me semble, doit émettre seulement en septembre. Contrairement à T18 qui commencera dès juin. Et donc, ils sont encore en train de travailler sur la grille de programmation. Et donc, c'est plutôt logique pour l'instant d'avoir aucune idée parce que tous les présentateurs et animateurs sont liés jusqu'à fin juin. Donc, on imagine qu'on en saura plus à partir de fin avril, début mai. Ça promet un mercato télé passionnant. Sur quelle chaîne Ouest France TV ? Alors, sur la chaîne 19, si je ne me trompe pas. Mais alors, si vous me dites Canal 18 et Canal 19, mais qu'on perd le Canal 8 et le Canal 12, ça ne rentre pas. Il y a une réattribution il y a complètement une réorganisation, l'Arcom, puisque c'est elle qui a décidé d'une nouvelle numérotation. Si on essaye de prendre les grandes lignes, il y a France 4 qui revient sur le Canal 4. Il y a donc, à la place de C8, son successeur qui sera donc la chaîne parlementaire Public Sénat. Après, à la place d'Énergie 12, on aura nos amis de Gulli et leurs dessins animés et la programmation familiale. Et il y a un nouveau bloc de chaînes d'information. Alors, BFM TV est avancée, elle passe du canal 15 au 13, CNews passe du 16 au 14. Ouais, il faut suivre. Hein. Et puis, on a LCI qui gagne plus de 10 places, puisqu'elle arrive au canal 15, si je ne me trompe pas. Et France 16. Info aussi, pareil. Pour France Info, etc. Et après, en 17, on a C-Star qui reste à sa place et qui va peut-être accueillir Cyril Hanouna. On le saura dans les prochains jours. Et ensuite, on continue avec donc T18, le projet de Daniel Kretinsky sur la société. Et on terminera avec OFTV, Ouest France TV sur le 19. Vous avez refait la grille, effectivement, beaucoup de changements. Qui sont les gagnants et qui sont les perdants de ces grands changements ? Les gagnants, le service public, c'est sûr, puisque France 4 était relégué au canal 19 et n'était plus... A failli fermer juste avant le Covid. Voilà, exactement. Et finalement, le voilà qui revient en numéro 4, très facile à avoir sur la télécommande. On a aussi France Info Télé, qui quand même passe du canal 27 au 15, au 16, pardon, excusez-moi, on s'y trompe, qui passe au 16. Donc pour elle, c'est une exposition géniale, puisqu'elle est juste après BFM TV, CNews et LCI. Ça veut dire qu'il suffira avec sa télécommande, finalement, de passer d'une chaîne info à l'autre en appuyant sur plus, et puis on va avoir l'offre regroupée des chaînes info. Exactement, les 4 chaînes info à la suite. Et d'ailleurs, un mot sur TF1 qui est très content aussi. LCI gagne une dizaine de places, et donc toutes ces personnes vont en profiter. Et même M6 est content, puisqu'ils ont Gulli qui est arrivé sur le canal 12. Donc c'est vraiment les gagnants, c'est-à-dire le service public, le groupe TF1 avec sa chaîne LCI qui est toujours déficitaire, il faut le rappeler, et aussi M6 avec Gulli. Est-ce qu'on sait si ça a vraiment des conséquences économiques ? C'est-à-dire, dans les usages, est-ce que les téléspectateurs vont taper directement le numéro ? Est-ce qu'il y a une vraie risque de perte d'audience pour certaines chaînes ? On pense notamment à BFM TV qui a tenté de garder le canal 15 plutôt que se voir attribuer le canal 13.
C'est encore difficile à estimer et ça va être les premiers résultats et les premières études de médiamétrie qui le montreront peut-être à la fin de l'année 2025. Parce que bon, il y a une population très âgée qui regarde la télé aujourd'hui. Est-ce que c'est difficile pour eux de changer de numéro? À l'Arcom, ils pensent que ça ira très bien, ça ne sera pas trop dur, il suffira juste de changer une programmation sur sa télévision. C'est encore difficile d'évaluer les conséquences. Ce qui est sûr, c'est que ça va bénéficier, tous les chaînes qui gagnent en numérotation vont bénéficier en audience dans les prochains mois. Après, sur le côté économique et recettes publicitaires, ça sera très intéressant de voir justement les parts d'audience de chaque chaîne et si certaines ressortent gagnantes économiquement de ce changement. Donc rendez-vous en juin, puis en septembre pour la rentrée télé avec tous ces changements de numérotation et ces nouveaux programmes. Merci à vous, Olivier Hubertalli, de nous avoir apporté votre éclairage média. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro d'Hebdocom consacré donc à l'actualité chaque semaine des médias et de la communication. Hebdocom sur BFM Business.